Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous présenter ce sujet sur Keycloak et sur Kubernetes. Alors, je vais commencer par dire qui je suis. Voilà, je m'appelle Nathanaël. Je travaille pour Vates, où je suis admin 6 et DevOps. Vates, c'est une entreprise qui est basée à Grenoble qui fait un hyperviseur qui s'appelle XCP-ng et Xen Orchestra qui le permet de le contrôler. Je fais du Flutter quand j'ai le temps. La ligne suivante, c'est pour dire que j'aime beaucoup le logiciel libre. J'ai un site où j'héberge plein de services pour la famille, les amis, les connaissances. Si on fait connaissance et que vous voulez un service, on en parle autour d'une bière. C'est pas du business, ça, c'est juste pour rendre service. Puis je suis un mari et un papa, ça implique que j'ai pas beaucoup de temps pour la ligne 2. Voilà. Avec Kubernetes, on a des problématiques de sécurité. C'est que pour se connecter, on utilise bien souvent un fichier kubeconfig qui contient les informations nécessaires pour se connecter en termes d'accès au cluster, où est-ce qu'il est situé, comment on y accède et comment on s'authentifie. Et parfois, on a des fichiers qui ont des droits excessifs, voire même parfois on fait des trucs pas bien du tout, comme partager le même fichier avec plein de collègues. L'objectif, c'est de mieux gérer ça en utilisant le SSO. Alors, pour vous donner une idée de la présentation de ce soir, on va mettre en place un SSO ensemble, un petit cluster Kubernetes, voir comment les deux se lient, et puis ensuite, je vous montre comment ça marche au quotidien. Une précision sur ce que c'est un SSO, ça veut dire Single Sign-On en anglais, et c'est ce qu'on peut appeler un portail d'authentification unique. OpenID Connect, voilà, c'est un protocole utilisé pour authentifier les utilisateurs via un fournisseur d'identité, le SSO, Keycloak. OIDC, c'est un protocole qui fonctionne avec beaucoup d'applications et beaucoup de systèmes qui fournissent un SSO. Alors, comme ça fait partie du sujet, j'utilise un cluster Kubernetes qui est déjà tout prêt. Cert Manager pour avoir un certificat valide, un Helm pour déployer Keycloak et un Helmchart. Je vais vous montrer le contenu du fichier values.yaml que j'utilise pour personnaliser Keycloak. Et puis ensuite, je crée quelques groupes, quelques utilisateurs et je leur donne des rôles. Alors ici, c'est important dans l'utilisation de Keycloak d'avoir une configuration valide. Notamment, l'exposition de Keycloak doit être avec des certificats valides. Vous avez peut-être déjà remarqué que que Kubernetes a une gestion fine des certificats, notamment pour la communication entre ses composants. Là, c'est un peu le même sujet. Il faut que les certificats soient valides entre le SSO et Keycloak. Donc, on avance, j'installe. C'est pas l'objet de la présentation d'expliquer comment marche Helm. Si vous voulez, on en parle après et je postule pour faire une autre presse ou alors je vous dis de le faire. Comment marche Helm, ça peut être un bon sujet. Voilà. Dans Keycloak, je crée des groupes. Un groupe que j'appelle kubeadmin, groupe. Dedans, je mets un utilisateur, je l'appelle kubeadmin. Un autre groupe, je l'appelle kubereadonly group. Et dedans, je mets un utilisateur, je l'appelle kubereadonly. Ça spoil un peu les rôles qu'ils vont avoir, je pense. Mais bon, il faut bien que ce soit assez facile. Ensuite, dans Keycloak, je définis ce qu'on appelle un client. Je le nomme Kubernetes et j'indique des URL de redirection valides. Quand on se connecte sur un SSO, ensuite, on est renvoyé vers notre application. Bon, c'est à ce moment-là que je donne quelles sont les adresses de renvoi qui sont valides. WebOrigin, bon, on met un plus, ça fait partie des possibilités sur Keycloak pour dire les mêmes adresses que juste au-dessus. D'autres options. Je ne rentre pas dans les détails de ces autres options. Keycloak, ça peut faire un talk de 3 heures à lui tout seul, voire de plusieurs semaines. Une fois que j'ai mon client Kubernetes, vous voyez, dans Keycloak, c'est ce qui permet de faire le lien, qui va permettre de faire le lien entre
mon SSO et mon cluster. Dans le sens, mon cluster Kubernetes, c'est comme une application, en fait, ou comme un site. C'est un objet sur lequel j'ai besoin de m'authentifier. Voilà. Maintenant, toujours dans Keycloak, je vais créer des rôles que je nomme kubeadmin role et kubereadonly role. L'idée là, c'est de vous montrer une architecture hyper simple, mais avec des éléments différents et qui peut être étendue très très largement. Voilà. Et puis dans Keycloak, on va tranquillement dans notre gestion des groupes. On prend un premier groupe, kubeadmin group. Il y a une table de correspondance qui s'appelle role mapping. On assigne un rôle voilà, on filtre par client, on trouve notre client Kubernetes et notre rôle kubeadmin role. Ouais, vous voyez, c'est assez facile. Dans mon exemple, j'utilise un rôle et un groupe qui ont à peu près le même nom. Dans un cas plus réel, on serait sur des choses plus différentes. Par exemple, on aurait le nom d'une équipe, le nom d'une business unit, le nom de... Vous voyez ce que je veux dire? On fait la même chose pour le groupe kubereadonly group qu'on associe au rôle kubereadonly role. Voilà. Ensuite, tranquillement, on déploie... Ah oui, pardon. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle un mapper. Quand notre SSO va avoir validé qu'on est bien la personne qu'on indique être, parce qu'on a indiqué le bon mot de passe, le bon second facteur d'authentification, on a utilisé la bonne passkey, le SSO fournit une payload en JSON à notre application, et donc il faut qu'il y ait les informations que cette application attend. Et là, notamment, on veut qu'il y ait le rôle. C'est ce que j'indique ici, token claim name, rôle, add to ID token, donc ajouter cette information du rôle dans le fichier JSON, enfin dans la payload JSON qui est envoyée à mon cluster Kubernetes. Voilà, comme ça, je me connecte, c'est validé et on envoie les informations nécessaires. Voilà, je passe sur la partie Kubernetes. Alors, dans Kubernetes, il y a un composant qui s'appelle l'API Server et on trouve dans la documentation de l'API Server des options qui commencent toutes par OIDC-quelque chose et qui permettent justement de faire ce lien avec un identity provider, un SSO pour dire autrement. Donc en fait, j'ai découvert ça après avoir utilisé Kubernetes pendant un paquet d'années. J'étais assez stupéfait que ce soit tout intégré et documenté simplement, et surpris que ça ne soit pas plus utilisé. Donc pour mon exemple, j'utilise Kind. C'est un outil qui permet de déployer un cluster localement sur mon PC. Cet outil peut être utilisé en quelques lignes de commande très facilement pour déployer un cluster, et en utilisant un fichier YML, je peux en personnaliser la configuration. Ce qui est important de noter, c'est que je dis où est mon SSO en donnant l'URL, quel est le client que j'ai créé précédemment, Kubernetes, où trouver le nom d'utilisateur, où trouver le rôle, puis c'est une spécificité de tout ce système. Est-ce qu'il y a un préfixe devant le nom d'utilisateur ou le rôle? Un préfixe, juste une chaîne de caractères qui précède. Voilà. Kind create cluster. Boum, ça marche. J'aime bien cette slide parce qu'il y a plein d'émojis. Et quand dans mon terminal, il y a plein d'émojis, je trouve ça vraiment cool. Voilà, bonne journée. Enfin, ah non. Alors, ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est qu'on va associer cette notion de rôle qui vient de Keycloak à des cluster rôles dans le cluster Kubernetes. Donc en fait, on va vraiment utiliser les airbags qui sont fournis par Kubernetes et qui sont très standards. Donc Keycloak nous fournit l'identifiant unique de l'utilisateur dans le claim sub. Dans le claim role, on aura le groupe qu'on souhaite utiliser. Alors, voilà, c'est des commandes très standards hein, que vous avez. Si vous utilisez Kubernetes, vous devez déjà les connaître. En tout cas, si vous devez donner des accès à d'autres personnes ou d'autres applications,
kind create cluster role binding. Je donne un nom à ce cluster role binding que j'appelle OIDC cluster admin. Je dis quel est le cluster role que je souhaite utiliser. Et là, c'est intéressant parce que j'utilise le cluster admin. Ce cluster admin, c'est un cluster role qui est déjà existant dans mon cluster créé par Kind. De la même manière ici, j'utiliserai un cluster role qui s'appelle view qui existe déjà. Comme le nom l'indique, en fait, le premier a des droits d'admin sur tous les objets avec tous les verbes du cluster. Le second a une sélection de droits qui ne permettent que de faire des actions de consultation. Voilà, et j'associe ça avec les rôles qui vont être fournis au moment de la connexion. Alors, pour utiliser ça avec kubectl, on ajoute un module qui s'appelle kubelogin, qui facilite l'authentification à IDC. Sinon, il faudrait récupérer un token à la main et faire pas mal d'allers-retours entre le SSO du JSON et un kubeconfig. J'avais une grosse slide avec le fonctionnement complet de kubelogin avec un gros diagramme et tout. En fait, j'ai trouvé que c'était pas très clair. Donc, kubelogin, quand on l'utilise, ça lance un petit serveur local qui écoute, qui lance notre navigateur et qui gère toutes les requêtes d'authentification, les redirections, les tokens et qui s'occupe de tout ça pour nous. C'est pas très difficile à installer si on a un module qui s'appelle Crew qui permet d'installer des plugins dans kubectl. Je sais pas, il y en a qui utilisent ça, kubectl Crew? Ouais. Je vois des oui. Voilà, donc c'est tout simple. Une fois que c'est en place, on vérifie que ça fonctionne. Donc, vous voyez, kubectl OIDC login, le plugin que j'ai utilisé, setup, j'indique où est mon SSO, quel est le client que j'ai créé dans mon SSO. Vous vous souvenez du client OIDC? Je lance ma commande, clac, clac, clac. Ça démarre mon navigateur. Ça me renvoie vers le SSO. Je me connecte. Là, j'utilise l'utilisateur kubadmin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle kubadmin. Une fois que je me suis connecté, ça me dit, voilà, je suis authentifié. Et dans mon terminal, je vois la payload en JSON qui est affichée, qui me permet de vérifier que c'est conforme. On est toujours en mode setup. Hein, c'est pour ça qu'on voit ces choses-là. Hein. Plus tard, ce sera plus fluide. Et on retrouve bien dans le sub un identifiant unique pour mon utilisateur, un tableau avec le rôle, parce qu'il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs, voyez-vous. Le nom préféré de mon utilisateur. Notez au passage que c'est très important quand on utilise ce type de solution de SSO, de bien s'appuyer sur des identifiants uniques. Et en général, c'est le sub qui est vraiment unique. De ne pas s'appuyer sur un identifiant qui peut être changé par l'utilisateur. Par exemple, username, preferred username. Dans certains cas, ça peut être changé par l'utilisateur. Il faut y penser. Parfois, on n'y pense pas. Voilà, donc là, maintenant que ça fonctionne, je vais éditer mon fichier kubeconfig. Alors, aujourd'hui, j'étais très motivé. J'ai utilisé la ligne de commande. Parfois, j'utilise un éditeur de texte et quelques copier-coller. Donc, je définis un nouvel ensemble de credentials qui s'appellera OIDC dans mon fichier kubeconfig. Et là, j'ai beaucoup de commandes. En fait, je lance. En fait, c'est assez fou ce qu'on peut faire. Avec le fichier kubeconfig, on peut lui dire au moment de l'authentification, délègue ça, lance telle appli avec tel argument, etc. C'est ce qu'on fait là. Kubectl, tel module, get token, demande un token avec toutes ces informations. Je l'utilise une première fois, donc bien sûr, je change mon utilisateur, je n'utilise pas l'utilisateur courant, je demande mes nœuds, j'ai mes nœuds, la connexion à notre cluster fonctionne. Donc, nous pouvons donc mettre à jour notre contexte et on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au quotidien, on va partager pour le coup un fichier qui est identique avec d'autres personnes qui souhaitent accéder au même cluster. L'authentification va se faire via le navigateur. Et puis, du coup, ce
qui est intéressant, c'est que là, la maintenance de ces accès est simplifiée. Voilà, le fichier est commun. Exemple, on est une équipe de 6 ou 7 DevOps. Le fichier, il peut être quelque part dans une doc, un wiki ou quelque chose. Et un nouvel arrivant récupère le fichier, le met sur son poste, il se connecte, ça lance le navigateur, il se connecte à son SSO, voire il est déjà connecté parce qu'en fait, il avait ouvert la boîte mail ou quelque chose d'autre qui était connecté à ce SSO. Et ensuite, il a les accès qu'il doit avoir sur le cluster. Allez, une petite démo. À gauche, un terminal. À droite, un navigateur. Je demande à voir tous les pods. Vous voyez, il y a écrit getPod-A, donc les pods de tous les namespaces. Ça demande beaucoup de droits, ça. Hein. J'utilise l'utilisateur kubeadmin. Je me connecte. Vous voyez ici cette adresse-là, vers laquelle j'ai été redirigé? C'est pas parce que je fais un POC en local vite fait sur mon PC. Hein. Non, non. C'est parce que cette page-là est fournie par le module OIDC Login que j'ai rajouté tout à l'heure. Ouais, vous voyez, et c'est lui qui a piloté. Donc voilà, il a juste fini son travail. Et c'est juste important de comprendre un peu, enfin de ne pas être surpris ou voilà. Et puis ça marche. On continue. On va créer un déploiement avec Nginx. Ça marche. On peut voir le déploiement. Et puis maintenant, on va changer d'utilisateur. Alors quand j'ai enregistré cette démo pour vous, j'avais qu'un PC. Donc, je fais juste un RM de tous mes tokens que j'ai en cache. Et puis, je me déconnecte de la console. J'appuie sur Sign Out. Et puis, voilà, je suis déconnecté. Je demande à nouveau à voir les pods, getPod. Donc, je me connecte, mais cette fois avec l'autre utilisateur, Kubrid. Celui-là, il a des droits que de lecture. En gros, dans les airbags, c'est quelque chose comme... il peut faire que des get. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les verbes qui create, delete, il ne les a pas. Vous voyez. Le YAML pour ce cluster role est assez long. Voilà, je suis connecté. Et puis, j'ai mes pods. Je me dis, tiens, je teste. Est-ce que je peux create un nouveau déploiement avec Nginx toujours? Eh bien non. Forbidden. User, j'ai son identifiant unique, cannot create resource deployments. Voilà, ce n'est pas autorisé. Je vais essayer de supprimer le déploiement qui a été créé précédemment. En fait, non, c'est pas possible. Voilà. User, le même, is not allowed to do it. Par contre, si je veux voir les déploiements, c'est autorisé. Voilà, c'est le principe. Donc ça, c'est l'utilisation au quotidien. Bon, j'aurais pu fermer. Hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça marche avec un autre SSO. Donc là, c'est un GIF, on va attendre qu'il arrive au début. L'idée, c'est de voir que ça marche aussi avec... là, ça utilise Google Workspace. Donc, voilà, kubectl, on demande à voir les nodes. La personne se connecte avec son compte. Authenticated, et puis elle a sa réponse. Voilà, tout simplement. Avec un SSO, plus de sécurité, moins de maintenance. Je recommande d'utiliser le SSO, tout simplement. Je précise vraiment que ça marche avec d'autres solutions. Et l'idée de cette présentation, c'est pas de dire utiliser Keycloak, c'était un bon exemple, un bon outil qui d'ailleurs fait partie de la Cloud Native Foundation. Pour illustrer le propos, mais le propos, c'est plutôt de dire, dans les organisations où vous intervenez, clients, employeurs, il y a probablement déjà une solution de SSO en place, et donc de vous inviter à vous appuyer dessus, soit pour juste l'authentification, soit pour l'authentification et les droits, selon le niveau de fluidité entre les différents services dans vos équipes. Je souhaite aussi préciser que beaucoup de fournisseurs de cloud, comme AWS, OVH, proposent de personnaliser l'API serveur, même alors que c'est des clusters managés. En fait, dans leur interface web et sur leur API, il y a la possibilité de personnaliser l'API serveur, au moins pour connecter un SSO
qui est tiers à un SSO externe. Voilà. Et ben, j'arrive à la fin. J'avais envie de dire un petit mot pour Katia, qui était mon employeur quand j'ai commencé à travailler ce sujet, qui m'a bien encouragé. Ma femme, parce qu'elle s'occupe de la famille quand je suis pas là. Et Vates, parce que j'ai plein de sujets DevOps hyper cool à travailler en ce moment. Et d'ailleurs, si VMware c'est trop cher pour vous, Vates c'est fait à Grenoble. Voilà. J'ai terminé ma présentation et je pense que... Et voilà, je pense qu'on peut échanger un peu. Est-ce que déjà il y a des personnes qui ont des questions? Tout à l'heure, tu as supprimé en local tes tokens avant de te déconnecter de la console. C'est si tu t'étais juste déconnecté de la console, localement, ça t'aurait pas déconnecté. Je répète la question pour l'enregistrement. Dans la démo, j'ai supprimé les tokens en local et puis je me suis déconnecté de la console. Est-ce que ça aurait pas juste suffi de se déconnecter de la console? Ça dépend de plein de paramètres, notamment de la configuration du SSO et du token qui est fourni et de la durée de validité des tokens. Il y a des tokens qui ont une durée de validité courte, d'autres longues, et donc ça dépend de plein de paramètres. On pourrait paramétrer notre SSO pour qu'il fournisse un token court. Donc, localement, le token, il est valide très peu de temps. Et donc, il faut aller en chercher un régulièrement. Mais le principe du SSO, à la limite, c'est pas très gênant. Parce que le principe du SSO, c'est que si on est déjà connecté, on peut revalider un token assez rapidement. Après, ça dépend. Là, dans mon cas, c'était trop long pour que j'attende. C'est de savoir si ça fait aussi single sign-off ou pas, finalement. Non, ça fait pas single sign-off dans le sens où... j'ai pas de... Single sign-off, c'est plutôt depuis l'application, je fais un appel logout sur la plateforme et ça révoque tous les tokens. Ah si, oui, je ne saurais pas répondre précisément sur ce cas-là avec Keycloak, donc il faudrait creuser, mais c'est une bonne question. Oui. Dans ton exemple, tu as montré le setup du plugin ou IDC Login sur kubectl. Quand tu dois travailler avec plusieurs clusters et plusieurs fournisseurs d'identité, par exemple, si tu fournis des services à plusieurs clients, comment ça se comporte ce plugin en local? C'est facile de changer de fournisseur d'identité, de te connecter une heure à un cluster, une heure à un autre? La question, c'est comment ça fonctionne si on a plusieurs clusters à gérer et que pour l'un ou plusieurs, on a utilisé le plugin OIDC Login avec kubectl. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait, le plugin, je vais revenir sur la slide pour te montrer ce que j'ai fait. Mais en fait, le plugin modifie le fichier kubeconfig, mais en respectant les façons prévues de l'utiliser. Il n'y a pas de surcharge vraiment. C'est-à-dire que quand on crée cet utilisateur, je ne sais pas si tu vois, dans un fichier kubeconfig, il y a cette notion de user. Et après, on va dire plus loin, il y a ce cluster et il y a ce contexte. Et le contexte, c'est cluster user, si je me souviens bien. Et donc, on crée ce user au IDC, et au lieu d'avoir, je sais pas, un énorme token, on a une liste d'exécution de commandes et d'arguments. Et en fait, quand on va utiliser plusieurs contextes et qu'on va vouloir changer, par exemple, pour aller avec un autre client, en fait, on va juste switcher de contexte. Et en fait, ça va utiliser donc un autre cluster avec un autre user. Et je peux le dire d'expérience parce que c'était mon cas, j'avais plusieurs clusters à ce moment-là. Donc j'utilisais kubectx pour changer de contexte. Et ça manipulait mon fichier kubeconfig très très bien. Oui. Merci pour la présentation. C'est un peu en parallèle de ce que tu dis, mais je voulais savoir si tu avais un avis sur les solutions comme Teleport qui permettent de faire ce genre de choses, mais en rajoutant une tag de monitoring et par exemple créer le config, avoir du login autour. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, je pense que ça c'est mieux aussi. La question porte sur Teleport pour savoir si j'ai un avis là-dessus, si
récupérer du logging, faire de l'audit sur ce qui se passe sur le cluster. J'ai pas un avis très précis parce que j'ai pas utilisé Teleport. Je vois que c'est un peu différent la démarche, parce que pour moi, Teleport, c'est un genre de bastion qui permet ensuite de se connecter, c'est bien ça, hein, à plein de choses, notamment du Kubernetes, mais je crois qu'on peut faire du SSH ou des choses comme ça. Et donc, bon, ça gère l'autente, puis ça peut faire de l'audit, en fait, c'est-à-dire enregistrer tout ce qui passe dans un sens et dans l'autre. J'ai pas un avis très précis sur le sujet. Ce que je peux dire, par contre, c'est que même si on utilise une solution un peu de ce type-là, Teleport ou un autre bastion, cet outil-là, j'encouragerais à appuyer une partie au moins de son authentification sur le SSO. Parce qu'en fait, moi, le propos, c'est le propos, c'est de dire, bien souvent dans les organisations, il y a déjà une gestion du cycle de vie des utilisateurs. Bon, il y a la création, mais c'est surtout la sortie qui me pose problème. C'est quand une personne part, il y a des entreprises où c'est très bien fait. On coupe un bouton, voire parfois, j'ai connu une entreprise, c'était les RH qui coupaient un bouton et ça descendait dans le système d'information, dans le SI, et ça coupait un compte, vous voyez, LDAP, SSO, mail, vraiment ça déroulait, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que s'appuyer sur cette gestion-là, que ce soit avec ce plugin ou avec Teleport ou avec une autre solution, ça augmente le niveau de sécurité parce que clairement, moi, je connais des situations où on peut partir avec les fichiers et se connecter encore aux équipements parce que l'API serveur est public et parce qu'il n'y a personne qui sait comment ni qu'est-ce. Oui. J'aurais une question sur le fait de se connecter en SSO avec un cluster Kubernetes. OK, mais est-ce que c'est compliqué avec juste ce Keycloak d'arriver à mettre le SSO pour un ensemble de clusters? J'ai un cluster de dev, d'intégration, de pré-prod, de prod. À quel point ça va être difficile pour moi de gérer ça avec Keycloak? Ouais, ça devrait pas être très difficile parce que Keycloak, c'est vraiment pensé pour ça. La façon que j'ai rencontré de l'utiliser, c'est un Keycloak dans l'entreprise et des dizaines d'applications qui sont connectées. Et on peut considérer que chaque cluster connecté, c'est comme une application. Donc, on va dire les mails, le GitLab, le registre Docker, le Nexus, le dependency track. Ouais, tu vois, plein d'applis web où à chaque fois, on fait login with SSO, with Keycloak. Et bah, cube de dev, tu vois, là, à un moment, je crée ce qui s'appelle un client dans Keycloak. Voilà, c'est là que je déclare une application au sens Keycloak, au sens OIDC. Et bien, cet objet-là, je peux le multiplier. En fait, je peux dire un cluster de dev, un cluster. Ou à l'inverse, je mets tout derrière le même client. Mais je trouve que c'est pas une bonne pratique, mais c'est possible aussi. Enfin, voilà. En tout cas, c'est pas très compliqué. Après, on récupère l'info. En fait, du point de vue de l'administrateur du cluster, c'est intéressant de se poser la question comme ça. Et du point de vue de l'administrateur du cluster, quand quelqu'un est connecté et que le SSO est géré par quelqu'un d'autre, je vais m'appuyer sur cette authentification et je vais dire, OK, j'ai confiance, je reçois quelqu'un qui se connecte, je reçois des informations le concernant et je m'appuie dessus. Et du coup, si c'est un cluster de dev, on peut imaginer que les devs, ils ont tous les droits, full admin. Si c'est un cluster de prod, ils ont peut-être moins de droits. Il y a quelqu'un qui est un peu expérimenté ou qui a un petit plus de DevOps. Allez, lui, il a le droit, il peut faire des actions, il peut relancer, voire créer, ou il peut scale un peu, je sais pas. Et puis tous les autres, ils ont que des droits de vue. C'est à l'administrateur du cluster de gérer. Après, il peut peut-être demander à ceux qui gèrent le SSO, j'aimerais bien avoir une granularité différente. Mais ça, c'est vraiment de la discussion de comment on gère les droits et c'est sans fin. Enfin, voilà.